Que se passe-t-il lorsque tous les investisseurs utilisent les mêmes indicateurs? Eh bien, les gros portefeuilles pourraient facilement en profiter pour utiliser ces tendances humaines à leur avantage. Par exemple, ils pourraient pousser le prix plus haut que les niveaux de résistance attendus et plus bas que les supports pour prendre tout le monde à contre-pied. C'est ce que Wyckoff a compris il y a un peu moins d'un siècle, alors qu'il travaillait à Wall Street. À cette époque, les petits investisseurs étaient régulièrement ruinés par les institutions et les gros portefeuilles qui manipulaient les prix de façon à les faire fuir du marché. D'après Wyckoff, pour mieux comprendre les marchés financiers, il faut étudier les variations comme si elles étaient le résultat de l'action d'un seul homme. Cet homme, qu'il appelle le Composite Man, pourrait manipuler les marchés à votre rencontre si vous n'en êtes pas conscient. A l'inverse, si vous comprenez sa stratégie, vous pourrez en tirer un confortable avantage. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la méthode décrite par Wyckoff permet d'avoir une première approche de l'analyse technique. Loin d'être une théorie visant à accabler les institutionnels, la méthode de Wyckoff permet de comprendre leur stratégie pour la retourner à notre avantage. C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. J'ai remarqué que les vidéos faisaient beaucoup moins de vues et de commentaires qu'avant. Alors si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Ça m'aidera beaucoup à me développer et pourquoi pas faire grandir l'équipe Cryptomania. Si vous avez des idées d'amélioration à suggérer, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram directement. Avant de plonger à proprement parler dans la méthode Wyckoff, il est important de faire une petite introduction à l'analyse technique. L'analyse technique en effraie plus d'un, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je suis loin d'être un expert du domaine, mais quelques éléments peuvent vous aider à mieux comprendre l'analyse technique et donc à investir plus intelligemment. Place sans plus attendre à la brève introduction à l'analyse technique. Celui qu'on présente comme le père de l'analyse technique, c'est Charles Dow, qui a exercé à la fin du 19e siècle. Le système de bougies est lui bien plus vieux et nous vient du Japon. Une bougie rouge signifie que le prix a chuté sur une période de temps donnée, tandis qu'une bougie verte signifie que le prix a augmenté sur cette période de temps donnée. Les extrémités de la bougie vous indiquent la limite haute et la limite basse qui ont été atteintes en termes de prix sur la période étudiée. Les bougies peuvent correspondre à une période de 15 minutes, comme à une période d'un jour, d'une heure ou toute autre période de temps définie et choisie. Une longue mèche au-dessus de la bougie signifie qu'un grand nombre de personnes ont profité de la hausse pour vendre leurs tokens. Une mèche en dessous de la bougie signifie que des acheteurs ont profité de l'opportunité pour buy the dip. La partie plus large de la bougie indique quant à elle les cours autour desquels la majorité du trading a été effectuée sur la période de temps donnée. Au 19e siècle, on a commencé par dessiner ces bougies à la main. Grâce à ces dessins, les analystes ont pu remarquer que des schémas se répétaient sans arrêt. D'ailleurs, ces schémas continuent encore aujourd'hui à se répéter sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs normal que ces schémas soient une constante, puisqu'ils retranscrivent la nature humaine, et notamment deux des penchants humains les plus naturels et les plus difficiles à contrôler, à savoir l'avidité et la peur. Même s'il existe des centaines de schémas, trois semblent être plus récurrents et plus faciles à aborder. Ces trois schémas sont donc les suivants: les triangles, les wedges et les flags. Ces figures sont obtenues en traçant des lignes de résistance et de support. Les lignes de résistance et de support revêtent également une place centrale dans l'analyse technique. Pour les tracer, il existe deux manières principales. Soit on dresse le support et la résistance en fonction d'une période de temps donnée. Plus généralement, on trace les lignes de support et de résistance au niveau auquel on retrouve une récurrence particulière. La ligne du haut représente la ligne de résistance et celle du bas représente le niveau de support. D'une manière générale, un rebond a lieu lorsque l'on s'approche du support et une rechute a lieu au niveau des résistances. Si le cours vient à passer sous un niveau de support, le support devient alors une résistance. A l'inverse, si le cours vient à franchir significativement un niveau de résistance, la résistance devient alors un support. Ça peut vous paraître assez fumeux présenté ainsi, mais ça prend tout son sens lorsqu'on comprend qu'on essaie ici d'analyser les tendances humaines qui vont dicter les cours à des moments clés. Prenons l'exemple d'un triangle ascendant. Dans un triangle ascendant, la ligne de résistance est régulière, tandis que la ligne de support est croissante. On pourrait interpréter cela ainsi. Certains des investisseurs pensent que cette crypto-monnaie ne vaut pas plus que le prix de résistance, mais la majorité des investisseurs pensent qu'elle vaut bien plus que le prix de support. Lorsque les lignes de support et de résistance viennent à se rejoindre, c'est comme si les deux groupes d'investisseurs se rencontraient pour décider de qui a raison. Dans la majorité des cas, un triangle va résulter sur une cassure avec un mouvement brutal du dit token. Cette cassure peut intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction du ressenti des investisseurs. Naturellement, la tendance long terme et le cours de cette crypto-monnaie dictent souvent le sens de la cassure.
Si le token suit une tendance haussière à long terme, la cassure sera probablement une cassure à la hausse, et inversement. Dans le contexte des crypto-monnaies, quand on parle de long terme, on prend des bougies hebdomadaires voire mensuelles. Prendre une échelle de temps plus longue permet de mieux connaître la tendance long terme. En termes d'indicateurs techniques, il n'y en a que deux que vous avez besoin de comprendre pour cette vidéo. Le premier est le volume d'échange. Il est utilisé pour savoir si la variation du cours qui a eu lieu est cohérente. Comme pour le prix, la taille de chaque bougie donne le volume échangé. Les bougies vertes indiquant le volume à l'achat et les bougies rouges le volume à la vente. Le second indicateur est la moyenne mobile. La moyenne mobile indique le prix moyen d'un actif sur 3 périodes de temps différentes. Sur le chart actuellement projeté, je suis sur des bougies représentant un jour d'activité. Les moyennes mobiles donnent donc le prix moyen sur 7 jours, sur 25 jours et sur 99 jours. Les moyennes mobiles peuvent s'interpréter comme des valeurs plus précises et plus mathématiques, pouvant servir de ligne de support et de résistance. La moyenne mobile est un des indicateurs les plus utilisés, car il permet d'avoir une idée plus rationnelle du bon prix auquel acheter une crypto-monnaie. Si vous voulez en apprendre plus sur l'analyse technique, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spécialement à ce sujet. Passons maintenant à l'étude de la méthode de Wyckoff. Pour être clair, Wyckoff ne dit pas que les gros investisseurs conspirent dans le dos des particuliers. Tout ce qu'ils font, c'est prendre les meilleures décisions pour leurs investissements en fonction des éléments qu'ils ont en main. Au lieu de s'attarder sur les comportements individuels des investisseurs, les institutionnels s'attardent sur les niveaux attendus par les particuliers pour passer des ordres d'achat ou de vente qui leur permettront de s'enrichir, souvent aux dépens des petits investisseurs. Par exemple, s'ils remarquent que de nombreux investisseurs ont pris une position à l'achat avec un levier x50 lorsque le prix passerait hypothétiquement sous les 32 000 $, pousser le cours en dessous de ce niveau pendant un court instant permettrait de liquider des milliards de positions pour pas très cher. C'est donc un move très rentable pour les gros portefeuilles à ce moment donné. L'objectif n'est pas de faire chuter le cours du Bitcoin, mais bien de liquider toutes les positions prises avec effet de levier pour essorer les petits investisseurs comme vous et moi. D'ailleurs, si le prix venait à baisser trop brutalement, on aurait probablement des mouvements pour faire remonter le cours. Ainsi, avec la remontée, plus d'investisseurs s'y intéresseront. On peut donc répéter ce schéma indéfiniment, comme le montrent régulièrement les milliards de positions prises avec levier liquidées. Cet argent récupéré par les institutions pourra être investi à leur avantage, augmentant encore leur marge de manœuvre financière. Autrement, lorsque la hausse du cours d'un actif est trop élevée, sa croissance n'est pas durable et une correction pourrait se révéler salutaire pour étendre la durée d'un cycle aussi. A l'inverse, les gros investisseurs ne souhaitent pas voir les cours descendre trop bas, sous peine que l'investissement n'intéresse plus et qu'ils perdent donc leur vache à lait. Le résultat de l'étude de Wyckoff a été un schéma divisé en 4 parties. Ce schéma a été respecté avec plus ou moins de rigueur sur tous les marchés financiers depuis leur création, et il y a donc un peu plus d'un siècle. Les 4 parties sont les suivantes: accumulation, distribution, réaccumulation et redistribution. Pendant la phase d'accumulation, le composite man cherche à acheter le maximum d'actifs au prix le plus bas possible. Cette accumulation est marquée par un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'on remarque ni hausse ni baisse significative du cours. Pour garder ce mouvement latéral, l'accumulation ne doit pas être trop brutale. Une fois que le composite man détient assez d'actions à son goût, il accentue la pression à l'achat pour pousser le prix à la hausse. La hausse attirant des investisseurs qui accélèrent la hausse, elle finit par s'entretenir par elle-même. Les phases dites de réaccumulation sont les phases pendant lesquelles le cours suit un mouvement latéral, mais qui ont lieu pendant une tendance haussière de long terme. Au fil de la hausse, les nouvelles et la dynamique du marché attirent de plus en plus d'investisseurs jusqu'à atteindre le grand public. On a donc ici une demande qui dépasse largement l'offre et un prix qui est poussé à la hausse. Suite à cette phase, le composite man commence à vendre une partie de ce qu'il a acheté aux nouveaux investisseurs qui viennent d'arriver sur le marché. La phase de distribution est caractérisée par un mouvement latéral également. Petite différence cette fois, le mouvement latéral sera interrompu lorsque la demande aura été satisfaite, permettant au composite man de solder ses positions avec un joli profit. Une fois la demande épuisée, la tendance s'inverse puisque l'offre dépasse la demande, causant une chute du cours du dit token. Pendant cette tendance baissière, on peut observer des mouvements latéraux dits de consolidation à court terme, qui sont appelés phases de redistribution. On peut même avoir un mouvement plus brutal, avec des dead cat bounce, saut du chat mort qui est l'ultime rebond d'un actif, un peu comme un sursaut d'orgueil. Maintenant que vous avez compris l'articulation des différentes parties de la méthode d'analyse de Wyckoff, place à l'étude des schémas de Wyckoff. Commençons par le schéma d'accumulation. La phase d'accumulation se divise en 5 phases. La première des 5 phases est une phase de chute brutale qui peut être interrompue par des rebonds au niveau d'anciens supports. On appelle ces points les pit stops ou PS. Lors de ces rebonds,
les acheteurs qui se sont dévoilés ne sont pas assez nombreux pour inverser la tendance. Au niveau le plus bas de cette tendance baissière, on a le Selling Climax, ou SC, qui est le point culminant des ventes, porté par le panic selling des investisseurs. Le Selling Climax est généralement plus bas que les niveaux de support attendus, en particulier sur un marché aussi volatile que les crypto-monnaies. Étant donné le prix très bas qui a été atteint, le rebond au niveau du Selling Climax est généralement assez violent, portant le cours jusqu'à l'automatic rally. Ce rebond laisse place à des rechutes pendant lesquelles on va même tester le niveau de support lors des secondary tests ou ST. Ces ST peuvent s'établir à un niveau un peu plus faible que le Selling Climax. L'offre excessive est alors absorbée par les acheteurs. Généralement, pendant toute la phase d'accumulation, le cours restera entre le niveau du Selling Climax et celui de l'automatic rally. Lors de la phase B, le Composite Man commence à entrer en jeu, essayant d'accumuler le plus d'actifs possible. Pendant cette phase, le marché teste plusieurs fois les niveaux de support et résistance, et il peut même y avoir de nouveaux plus hauts ou plus bas, appelés respectivement Bull Trap et Bear Trap. La phase C est cruciale, puisqu'elle contient généralement le ressort, ou Spring en anglais. C'est le dernier Bear Trap avant que le marché ne reprenne sa tendance haussière, en imprimant des points bas toujours plus élevés. Il est plus crucial que les autres, car il fait sortir les traders qui ont pris des positions trop agressives. C'est l'ultime tentative pour le Composite Man d'obtenir des tokens à prix réduit. Le ressort peut ne pas se produire, ou on peut aussi avoir un schéma d'accumulation sans ressort. Bien qu'il soit un élément majeur de la méthode de Wyckoff, il n'en est pas indispensable. La phase D est la phase où commence la transition entre la zone d'accumulation, qui dure jusqu'à la phase C, et la sortie de la zone de trading, en phase E. Lors de la phase D, le volume de trading et la volatilité augmentent significativement. On a alors un ou plusieurs last point support qui viennent établir des niveaux de support plus hauts. Les LPS précèdent généralement la rupture des résistances. C'est alors qu'on a ce qu'on appelle un signe de force, ou SOS, qui est le moment pendant lequel les résistances deviennent support. La phase E consiste en la sortie claire de la zone de trading et l'entrée dans la tendance haussière. Concernant le schéma de distribution, il suit des étapes similaires, avec des termes toutefois un peu différents. Dans le schéma de distribution, la phase A consiste en le ralentissement de la demande. On remarque des petites ruptures dans la tendance haussière, nommées résistance préliminaire. La hausse continue toutefois jusqu'à atteindre le buying climax. L'activité d'achat est alors très élevée, souvent portée par des nouveaux venus, peu formés au marché. À ce moment, conscient de la demande excessive, le Composite Man commence à distribuer ses avoirs en prenant ses bénéfices. Lors des phases B et C, le Composite Man distribue ses tokens aux acheteurs, souvent non initiés. Dans la phase C, on a les ultimes sursauts portés par cette demande jusqu'à la poussée d'après-distribution, qui est l'équivalent du ressort d'accumulation. La phase D est marquée par un Last Point of Supply, LPSY, au milieu de la zone, qui devient une nouvelle résistance. Les niveaux de support sont brisés, instaurant une baisse de confiance générale. La phase E voit donc quant à elle la mise en place de la tendance baissière, au grand détriment des derniers arrivés. Maintenant que nous avons compris en quoi consistait la méthode de Wyckoff, voyons si on peut l'utiliser pour le cours du Bitcoin. Petite précision, je ne suis pas conseiller en investissement, et les éléments que je vous ai donnés ne sont que mes suppositions. Je vous invite vivement à faire vos propres recherches et à vous documenter avec différentes sources pour prendre les meilleures décisions possibles. En description, je vais vous mettre le lien d'une vidéo d'un Américain qui avait repéré la phase de distribution au début du mois de mai, bien avant le crash. C'est très intéressant puisqu'il a réussi à sentir le marché, mieux que la majorité d'entre nous. Si je devais donner mon avis, je dirais que nous sommes dans une phase d'accumulation des institutionnels. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dans quelle situation nous trouvons-nous d'après vous. Cette phase d'accumulation pourrait d'après moi s'étendre jusqu'à ce que la dominance du Bitcoin augmente un peu, jusqu'à s'approcher des 50% au moins. À voir ce que nous réservent les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça m'aiderait beaucoup si vous partagiez le podcast et la chaîne YouTube. Pour tous ceux qui ont acheté le guide, désolé pour le retard, mais la version 2.0 arrive très prochainement. Ceux qui ne l'ont pas encore acheté, je ne sais pas ce que vous attendez. À l'heure actuelle, sur les 75 achats, je n'ai eu que des retours positifs de personnes qui ont pu améliorer leurs connaissances grâce au guide. Pour l'acheter, rien de plus simple. Rendez-vous sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, lien là aussi en description. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur comment repérer les cryptos sous-évalués.